Que faut-il comprendre sur le registre social unique que le gouvernement vient d'adopter? La réponse à vous sera donnée dans ce journal par la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Le point de presse du gouvernement qu'elle a animé ce 13 septembre a également abordé des questions relatives aux personnes déplacées internes et celles victimes des catastrophes. Dans ce journal également, des images assez rares mais pleines de sens. Des ministres qui optent pour le transport en commun pour rallier leurs services. C'est l'acte fort des journées à faible émission de carbone lancé ce 13 septembre au Burkina Faso. Ambiance et réaction à suivre dans quelques minutes. Ces moyens de transport en commun côtoient chaque jour d'autres types de véhicules dans la circulation routière et la réalité est là. Le respect du code de la route semble être le dernier des soucis pour de nombreux usagers. Constat et explications à suivre dans le dossier de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est à l'Assemblée nationale que nous ouvrons ce journal. Ce matin, le président Alassane Balassah Kandé a reçu une délégation de l'Assemblée nationale du Niger. Une délégation venue lui remettre une invitation à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale du Niger. Le point avec Amadou Ilboudo et Abdelaziz Yagibou. L'Assemblée nationale du Niger et celle du Burkina dans la dynamique de consolidation de leur coopération. Une volonté commune renouvelée par le président de la représentation nationale du Niger, dont le message est ici porté à son homologue du Burkina par des émissaires venus directement du Niger. Par leur voix, le président de l'Assemblée nationale du Niger a exprimé son souhait de compter parmi les invités à l'ouverture solennelle de la session de son institution le 27 septembre prochain, Alassane Balassah Kandé. Nous avons souhaité fortement que le Burkina Faso soit à cette session parce que nous considérons que nous partageons les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Nous sommes le même peuple sur le même espace et toutes les fois que nous pouvons renforcer l'excellence des relations qui existent entre nos deux peuples, nous pensons que c'est des actes à poser. Et au niveau de l'Assemblée, nous considérons qu'il y a la nécessité de travailler pour que les relations qui sont excellentes entre le peuple du Niger et du Faso se répercutent ou se traduisent au niveau de la qualité des relations que nous pouvons avoir entre nos deux assemblées. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina et les envoyés de son homologue du Niger ont aussi échangé sur les préoccupations communes du Niger et du Burkina. Des préoccupations dont les attaques terroristes qui éprouvent durement les deux pays. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement s'explique sur le registre social unique adopté récemment en Conseil des ministres. Explication donnée par la ministre en charge de l'action humanitaire lors du point de presse du gouvernement qu'elle a animé ce matin. Au menu également la situation humanitaire du pays et la prise en charge des déplacés internes et des victimes de catastrophes naturelles. La synthèse avec Lassina Ouattara et Ernesta Kambiri. La situation humanitaire nationale et le registre social unique et bien d'autres dossiers en lien avec son département sont les principaux points abordés à ce rendez-vous du service d'information du gouvernement par la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Avec 1 423 378 personnes déplacées internes accueillies dans 274 communes et 20 829 sinistrés, selon les statistiques en date du 31 août 2021, Laurence Marshall Idboudo est revenu point par point, chiffre à l'appui sur la prise en charge et l'accompagnement apporté à toutes ces personnes à travers des dotations en vivres et en matériel de survie. Au 31 août 2021, les points saillants de nos interventions peuvent se présenter comme suit. Pour ce qui concerne la prise en charge des personnes déplacées internes, 1 313 769 personnes déplacées internes et populations vulnérables ont bénéficié d'une assistance alimentaire de 38 000 tonnes dans toutes les 13 régions du pays. Une priorité est accordée aux régions à fort défi sécuritaire. 680 kits d'hygiène et de dignité, 78 708 PDI et populations hautes vulnérables ont bénéficié de cash transfert pour un montant de 2 813 811 000 francs CFA dans les zones d'intervention des projets filets sociaux. Pour ce qui concerne la prise en charge des personnes sinistrées, un appui et une assistance alimentaire ont été apportés à 14 307 exploitants de la plaine de Bagré et à 3 160 victimes d'inondations dans la commune de Fadangourman avec l'appui de la CEDEAO.
C'est connu, la dégradation de la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays occasionne des déplacements des populations. Et sur ce volet, le gouvernement travaille à accroître les stocks d'intervention pour l'assistance humanitaire, à mettre à jour la liste des personnes déplacées internes PDI et surtout à octroyer à chaque ménage une carte d'identification à travers un enregistrement et un recensement responsable. Nous n'avons pas aujourd'hui un problème de recensement. Nous avons un problème d'adhésion des personnes à recenser pour suivre les normes que nous leur édictons. Et il faut suivre ça pour qu'on s'accompagne, c'est ça. Il faut qu'il soit de la discipline, la rigueur pour qu'on puisse avancer. Donc, les choix, c'est nous qui les faisons et les PTF accompagnent dans les choix que le gouvernement fait. Adopté en Conseil des ministres, le registre social unique des ménages et personnes pauvres et vulnérables vise à mettre fin à terme aux difficultés observées dans les prestations de services en faveur des personnes vulnérables. D'autres questions relatives aux allégations publiées dans les médias et qui font état de ces contre-nourritures ont également été abordées à ce point de presse du gouvernement. Autre point de l'actualité, cette semaine, vous êtes invités à contribuer de façon significative à la réduction du gaz à effet de serre. Et cette contribution devrait surtout se faire à travers l'utilisation des moyens de transport en commun. L'exemple a été donné ce matin par 2 membres du gouvernement à l'occasion du lancement des journées à faible émission de carbone. On voit cela avec Nongba Kouda et Amanzina Lalsaga. Les ministres Simeon Sawatgo de l'Environnement et Vincent Dabilgou de la mobilité urbaine embarquent ici dans un bus de la Sotraco. La 9e édition des journées à faible émission de gaz carbonique est lancée. Ils se rendent aujourd'hui au service avec ce moyen de transport en commun. Un symbole fort selon ces 2 membres du gouvernement d'Abiré. Le bus, c'est un transport en commun très important. Il faut que les gens sachent qu'on peut diminuer, même le covoiturage peut être utile. Donc c'est la raison pour laquelle mon collègue Michel et moi, nous avons pris le bus normalement et nous allons au bureau. C'est une réalité, les villes africaines sont des villes polluées et si on ne prend pas des mesures pour rentrer dans une chaîne de valeur durable, on va avoir des difficultés du point de vue de la santé. Au niveau de la direction générale des transports terrestres et maritimes, ce n'est pas n'importe quel engin à 2 roues, n'importe quel véhicule qui peut bénéficier d'une carte grise. Au début, normalement dans le processus, le ministère de l'Environnement devait intervenir pour vérifier que les véhicules à 4 roues, 2 roues que nous mettons en circulation sont conformes aux normes environnementales. Et ça, je dois le dire, et je l'ai déjà dit au ministre, nous ne le faisons pas et nous allons le faire maintenant. Escale au niveau du rond-point de la Padoue. Il sensibilise les usagers, puis procède à une opération de mesure des gaz d'échappement. Bon, ils ont signalé de voir par rapport au pot d'échappement. Qu'il se peut que le pot d'échappement, là, c'est la main dont ils ont pris les indices, c'est bon. Mais ça peut être le pot d'échappement qui fait que c'est bon. Par contre, ça peut ne pas être bon. Et donc, prochainement, quand je vais aller au niveau du CCVA, ils vont contrôler. Je viens de subir un contrôle de gaz d'échappement. Heureusement, je viens de changer un nouveau moteur il y a quelques mois. Donc, je suis en règle et je ne pollue pas l'environnement. Au Burkina Faso, les journées à faible émission de gaz carbonique cette année se tiennent du 13 au 18 septembre. Et le programme en dit long. Nous allons organiser un grand panel relatif donc au thème de ces journées qui sont transport durable, facteurs de réduction des polluants atmosphériques. Au cours de la semaine également, il y aura des jeux radiophoniques, il y aura des plateaux télé, il y aura également la commémoration de la 36e journée internationale de protection de la couche d'ozone. À cette 9e édition, des journées à faible émission de gaz carbonique invitent et fêtent aux Burkinabés à marquer leur adhésion à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre en adoptant des moyens de déplacement non polluants. Jeune restauration des terres et système alimentaire productif, c'est le thème de la 36e journée du CILSA, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Un thème qui fait un lien entre l'employabilité des jeunes et la restauration des terres destinées à l'exploitation agricole. Et c'est ce qui a été expliqué à des jeunes au cours d'une conférence publique organisée ce matin à Ouagadougou, à Lidou Badzini et Olopoda.
Avec environ 31% du territoire burkinabé touché par les effets de la sécheresse, du changement climatique et de la désertification, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel cherche comment investir dans la restauration des terres dégradées avec l'implication des jeunes. La question est au centre de la 36e journée du SILS qui estime que l'implication des jeunes dans la restauration des terres crée des emplois verts et décents pour cette couche de la population. Nous avons en moyenne 260 000 hectares qui sont dégradés annuellement. Au jour d'aujourd'hui, près de 6 500 000 hectares sont dégradés et nous devrons en tout cas nous investir à ce que, par exemple, nous puissions restaurer ces sols pour pouvoir assurer une meilleure productivité, pour pouvoir assurer à long et moyen terme une sécurité alimentaire pour nos populations. Convaincus que le nombre croissant des jeunes constitue un atout pour l'essor d'un système alimentaire résilient, les décideurs politiques sont ici interpellés à les outiller en ressources nécessaires pour devenir des acteurs du changement. Nous devrons les impliquer à ce qu'ils puissent s'investir à travers des modèles de production, à travers des projets d'accompagnement, des projets d'accompagnement pour l'exploitation optimale du sol, à travers par exemple leur implication dans le cadre de la mécanisation que nous avons lancée pour pouvoir augmenter la productivité. Donc c'est accompagner les jeunes à travers des modèles de production, à travers des financements pour qu'ils puissent exploiter à bon escient le sol et la terre. Impliquer les jeunes dans la restauration des terres pour assurer des systèmes productifs plus efficaces, la volonté est affichée. L'enjeu ici est d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans l'espace SILS. Parlons santé à présent. Souffrir de la maladie et de l'exclusion sociale en même temps, c'est une triste réalité que vivent les femmes souffrant de la fistule obstétricale, d'où la nécessité d'intensifier la sensibilisation et de mettre en place un système adéquat pour la prise en charge de ces femmes. Et c'est le message de la Journée internationale de lutte contre la fistule qui s'est déroulée le 11 septembre dernier à Ouayouguya. Abbas Traoré, Abdoul Rasmani Zongo. Elle constitue un problème de santé publique. Elle attaque particulièrement les femmes jeunes vivant en milieu rural et dans la précarité. Elle peut entraîner une infirmité et parfois causer la mort. Elle, c'est une lésion liée à l'accouchement, la fistule obstétricale. La cité de Nabakango a célébré ce 11 septembre 2021 en différé la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Lorsque on parle de fistule, c'est là où les services n'ont pas été offerts, c'est là où les services n'ont pas été de qualité. Avoir une fistule obstétricale, non seulement c'est une complication grave de l'accouchement, mais aussi c'est un drame social qui font de ces femmes-là des femmes exclues de la société, marginalisées, qui sont socialement abandonnées par leur famille. Et cela démontre que nous devons, une fois de plus, être vigilants dans l'offre de soins. Faire en sorte que la gratuité qui a été mise en œuvre pour les soins dédiés aux mères et aux enfants de moins de 5 ans puisse être une véritable réalité. Nous devons encore insister sur la gouvernance vertueuse des allocations dédiées à cette politique de gratuité. Le Burkina Faso est soutenu par des partenaires dont l'UNFPA, un organisme onusien, dans la lutte contre la fistule obstétricale et un fléau sanitaire afin d'apporter plus de dignité à la femme. Déjà chaque année, selon le ministre en charge de la Santé, le gouvernement débloque 30 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre de services en matière d'accouchement. Nous restons dans le secteur de la santé pour voir ces nouveaux équipements que reçoit le service de néphrologie dialyse du centre hospitalier universitaire Sourosano de Bobo Dioulasso. Ces équipements ont été acquis dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement burkinabé et le groupe Sibri Biomédical. Et dans le but de s'assurer de la qualité du matériel, une délégation du ministère de la Santé s'est rendue sur place au CHU de Bobo Dioulasso. Kassoumi Logo et Karim Sissi. Une délégation du ministère de la Santé dans les locaux du service de néphrologie dialyse du centre hospitalier universitaire Sourosano de Bobo Dioulasso. Une visite pour constater de visu les nouveaux équipements
qui viennent d'être installés. C'est pour voir l'effectivité de cette nouvelle vie qui a été donnée au service de dialyse avec la convention qui a été signée avec Sibiri Bio afin de disposer de nouveaux générateurs pour que le service puisse pouvoir fonctionner de façon continue. On a eu à installer des générateurs dernière génération sur Dial X au sein de l'hôpital Sorosano. On a eu installé en totalité 18 postes et un système de traitement d'eau. Le processus d'équipement de ce service, enclenché par le gouvernement burkinabé et le groupe Sibiri Biomédical, est accompagné par le parrain du jour. Alassane Sienou a profité remettre un ondulaire, un appareil qui permettra au service de néphrologie dialyse de fonctionner même en cas de délestage. Nous avons jugé vraiment judicieux d'offrir cet ondulaire d'un montant de 21 millions de francs et c'est ce que nous avons fait. Et lors de la visite, la responsable de la salle de dialyse a relevé beaucoup d'insuffisances concernant la capacité des eaux en traitement, l'entrepôt pour stocker des consommables. Toutes ces doléances ont été prises en compte. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour pouvoir apporter des solutions pour nos patients. Le service de néphrologie dialyse du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso couvre les régions des Cascades, du Sud-Ouest, de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Actualité au ministère de la Communication. Le statut dérogatoire des médias publics fait l'objet d'une rencontre bilan un an après sa mise en œuvre. L'exercice d'évaluation consiste à apprécier les résultats obtenus et en tirer les leçons pour le passage au statut de société d'État. Et c'est à Manga que les travaux ont débuté ce 13 septembre. Le compte rendu de Gérard Somé et Fousseni Chindou. Ils sont réunis pour un diagnostic sans complaisance, celui de la mise en œuvre des statuts dérogatoires pour les médias publics au Burkina Faso. Ces cadres et administrateurs de la RTB et de Sidoya vont donc en 48 heures examiner la première année de gestion des médias publics en route vers la société d'État à travers une comptabilité privée. C'est donc le lieu de relever les difficultés rencontrées qui peuvent ralentir l'élan vers le statut de société d'État. Et sous la transition, il y a eu une loi qui fait désormais des structures médiatiques publiques, des sociétés d'État. Mais il s'est avéré à la mise en œuvre que ce n'était pas du tout évident et qu'il fallait passer par une période transitoire pour se projeter dans cet objectif-là. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et pour que ce ne soit pas un aller-retour, il était important de créer les conditions qui puissent permettre aux médias de mieux se porter, de mieux se préparer pour amorcer ce virage-là. La rencontre de Manga va également formuler des recommandations pour impulser de meilleures performances aux médias publics pour aborder leur nouveau statut et ce, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Journalistes des médias publics ou du privé, la question vous concerne tous. Comment donner l'information relative à l'insécurité sans rendre service aux terroristes? Et la question intéresse les journalistes et communicateurs catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Ils en discutent au cours d'une rencontre internationale qui se tient à Bobo-Dioulasso. Le compte rendu de Lamine Karantao et Ali Traori. C'est une rencontre de remise à niveau pour ces journalistes et communicateurs catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte de terrorisme et d'insécurité, ces participants ont fait le devoir de se retrouver à Bobo-Dioulasso pour actualiser leurs connaissances sur le traitement de l'information pendant ces périodes. Il s'agit pour nous communicateurs de nous poser certaines questions. Que faire quand nous sommes devant notre devoir journalistique? Avons-nous le devoir ou le droit de publier tout ce qui nous semble important sans penser aux conséquences? Avons-nous le devoir de publier les images que nous avons? Et en même temps, nous nous posons la question, est-ce que le terrorisme doit venir embrigader l'expression plurielle des confrères et des médias? Autant de questions qui trouveront des réponses durant ces 5 jours que va durer la formation. Une formation qui se tient sous le thème « Médiatiser sans promouvoir l'insécurité, rôle et devoir des journalistes et des médias ». Vous me voyez très ravi en tant que ministre de la Communication
de venir soutenir cette initiative, d'une part, mais aussi de partager aussi la vision du gouvernement, puisque le gouvernement a aussi la responsabilité de définir la politique de communication et de veiller à ce que les journalistes puissent avoir les garanties nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais puisqu'ils sont eux-mêmes dans une dynamique autonome d'interrogation, de contribution, de faire appel à leurs responsabilités sociales, il n'y a pas meilleure conscience que nous ne pouvons ne pas être là ce matin. C'est les journalistes eux-mêmes, ils prennent conscience de la responsabilité qui est la leur. Ils sont des acteurs certainement au niveau national. Ils savent qu'ils ne sont pas les seuls parce que le terrorisme en définitive, c'est un problème qui est posé à tout le monde. Ils accompagnent nécessairement les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont besoin de les accompagner et nous tous, nous avons besoin de les accompagner. Ils sont au total 75 participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso à prendre part à cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs personnalités ont reçu des distinctions. Dans le milieu de la religion musulmane, la confrérie Tidjania se prépare pour la célébration du centenaire du Mawlud. L'événement se tiendra du 18 au 19 octobre prochain à Ramatoulaye, selon l'information portée à la presse. Les guides spirituels de cette communauté islamique invitent les fidèles à adhérer à l'événement. Le point de la conférence de presse avec Lassina Ouattara et Issa Kanana. La communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso s'apprête à commémorer dans la nuit du 18 au 19 octobre prochain le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Le Mouloud 2021 marque également le centenaire de la commémoration à Ramatoulaye de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Un siècle de prières, d'adoration, d'invocation et de dévotion à Allah que la communauté islamique de la Tidjania entend marquer d'une pierre blanche. Face à la presse, le comité d'organisation annonce son programme d'activité. Nous avons prévu dès le 11 octobre, d'accueillir en tout cas toutes les générations qui viennent des 4 coins du Burkina et des pays étrangers. Dès le 11 octobre, nous avons prévu d'animer une rue marchande. C'est à cet effet que nous avons aménagé des sites pour cela. Nous avons prévu aussi d'organiser une série de presse et d'animations en relation avec le Mouloud dès le 11 octobre. Nous avons prévu d'organiser un wazifa général à Ramatoulaye qui va regrouper les différents cheikhs nommés par le guide ainsi que les autres fidèles le dernier jeudi avant le Mouloud. Maintenant, pour la nuit proprement dite, la nuit du Mouloud, ce que nous avons prévu des lectures coraniques, des invocations, des chants religieux, des presses, des discours et des doigts. 100 ans de ferveur religieuse, quelle contribution de la Tidjania en matière de spiritualité, de vivre ensemble et de cohésion sociale au Burkina Faso, c'est la thématique au cœur de la célébration de ce centenaire du Mouloud à Ramatoulaye. Et pour la réussite de l'événement, le comité d'organisation appelle tous les fidèles musulmans, les Tidjanites en particulier, à s'y investir pleinement. Je vous amène à présent dans la belle cité de Koupela où le week-end écoulé a été marqué par un événement social au profit des personnes vivant avec un handicap. Ce geste de solidarité entre dans le cadre des 72 de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. À cela s'ajoutent des dons de vivres aux personnes démunies et de matériels biomédicaux à des structures de santé. Nous voyons cela avec Clarisse Nikiema et Tanga Kafandou. Fini les problèmes de mobilité de Victorine et ses camarades vivant avec un handicap dans la province de Kouritenga. Ils reçoivent ici chacun un tricycle et un sac de riz, un geste de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. Avant, le déplacement était difficile avec moi. Le vélo que j'ai eu aujourd'hui va me permettre de travailler à l'école. C'est des élèves qui veulent aller à l'école et participer également à la construction de cette province, de ce pays. Et très souvent, ce manque de mobilité est un second handicap. Pour cette deuxième journée des 72 heures de l'association, la solidarité est encore au rendez-vous. Les pensionnaires de la maison d'arrêt, les personnes vulnérables ainsi que les déplacés internes de la province reçoivent des vivres. 2 CSPS reçoivent également du matériel biomédical. Un exemple d'entraide qui réjouit le ministre Lassane Kaboré, patron de l'événement. Au-delà des festivités, ce qui est important, c'est le geste de solidarité. Vous savez que notre pays fait face à des difficultés aujourd'hui
Et si chacun de nous, chaque fille et chaque fils, cultivait l'amour du prochain, cultivait la solidarité et l'union sacrée, nous sommes sûrs que l'entente et la cordialité vont revenir dans ce pays. Et c'est pourquoi je suis venu pour les soutenir. La journée a également été marquée par la finale de la Coupe intercommune. Elle a opposé l'équipe de Puitenga à celle de Coupela qui l'emporte par 1-0. Retour dans la capitale pour le dossier de ce journal. Excès de vitesse et autres actes d'incivisme sur les routes, c'est le constat au quotidien dans la circulation routière. Visiblement, de nombreux usagers foulent au pied le code de la route. Constat et réaction dans ce élément signé Consul Koulibaly et Draman Dadian. La circulation à Ouagadougou. Difficile de se frayer un chemin par endroits, surtout aux heures de pointe. Le code de la route, foulé aux pieds. Comme si de rien n'était, certains conducteurs de 2 roues circulent allègrement, parfois à vive allure, sur la chaussée réservée aux automobilistes et motocyclistes. J'ai déjà entendu des collègues dire qu'ils ont été interpellés 1 ou 2 fois. Parce qu'ils circulent avec des motos de grosse cylindrée sur la petite voie ou bien des motos de petite cylindrée sur la grande voie. Bon, on a dit que les petits engins ne peuvent pas circuler sur cette voie. Voilà pourquoi nous devons respecter cette loi. Des usagers de la route sont souvent interpellés pour violation de la réglementation, ce qui vaut le paiement d'une amende. Et celui qui est sur une bicyclette, un cyclomoteur et un vélomoteur qui roule sur la chaussée, ça veut dire l'avoir réservé aux automobilistes et que la police l'arrête, il va payer une contravention. Conformément au décret 418 et le non-respect de la piste cyclable ou de la chaussée constitue une infraction et elle constitue une contravention de 2e classe. Et les contraventions de 2e classe, l'amende est assortie d'une amende de 6 000 francs. Donc pour ceux qui ne respectent pas la piste cyclable ou la chaussée, l'amende qui leur a été fixée est de 6 000 francs. Mais il y a parfois une confusion quant à l'interprétation des textes pour le cas des motocyclettes, les grosses cylindrées. Les véhicules dont les engins sont et dont la cylindrée excède 125 cm3. Mais les conducteurs de ces véhicules ont l'obligation de porter le casque. Et les grosses cylindrées qui circulent sur la petite voie. Bon. Là-bas, il n'y a pas de... Bon, pour le moment, en tout cas, dans notre pays, je dis bien dans notre pays, pour le moment, il n'y a pas un texte qui l'interdise. Et pourtant, des motocyclistes sont interpellés sur la piste cyclable, ce qui n'est pas du goût des usagers pour qui les acteurs en charge de la circulation routière doivent parler le même langage et sensibiliser la population sur le code de la route. Nous abordons à présent les actualités culturelles de cette édition avec tout d'abord la 10e soirée podium en prélude au Salon international du textile africain. Samedi dernier, c'est le styliste El Bache qui était à l'honneur. Le public a eu droit à une présentation de ses créations vestimentaires à base du textile. Et nous voyons cela avec Gérard Sommet et Ismaël Ladiloma Sirima. L'hebdomadaire soirée podium Cita Acte 10 déroule cette semaine le tapis rouge au styliste Bachirou Gampene. Avec sa collection baptisée El Bache Fashion, il magnifie son savoir-faire à travers un défilé de mode. Des tuniques pour hommes, des robes pour femmes, autant de tenues conçues pour séduire les spectateurs. Une soirée qui se déroule sous l'œil appréciateur d'anonymes et d'invités de marque. C'est une vitrine qui nous donne de la visibilité et qui nous permet de travailler avec la matière première de chez nous, appelée le faso d'Anfani. Donc moi je me dis c'est une très bonne initiative, c'est à nous. En plus du fait donc de promouvoir donc ce textile-là, il y a le fait que ça crée de l'emploi, ça donne de la valeur, de la plus-value donc à ces cotons, ça donne de la plus-value et à ces pailles, ça donne donc et de l'avenir à tous ceux qui ont donc de la créativité et qui savent effectivement transformer ce tissu-là en des belles tenues. Valoriser la créativité des stylistes modélistes burkinabés est l'objectif de cette initiative Soirée Podium Cita. Elle a débuté le 3 juin dernier
et se tient chaque samedi en prélude à la 7e édition du Salon international du textile africain prévu du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti. Dans le plateau central, depuis le mois d'août, la ville de Zignaré vibre au rythme des talcos. Comprenez par là les talents artistiques et culturels de l'Oubri-Tenga. L'événement, qui est à sa 7e édition, vise à promouvoir la culture au niveau local. La première demi-finale s'est déroulée samedi dernier. Nous suivons les temps forts avec Bernard Kombelem et bienvenue Tansa. C'est l'un des événements phares des vacances ici à Zignaré. Les talcos, les talents artistiques et culturels de l'Oubri-Tenga. Un cadre de distraction pour les jeunes, mais pas que. Il s'agit également d'un espace de promotion de la culture locale. Au grand bonheur du public, ces jeunes rivalisent de talent dans 3 disciplines, la culture générale, le défilé en tenue traditionnelle et le karaoké. L'interprétation des artistes burkinabés, il y a le défilé Miss Portoenga, imiter la femme burkinabé. Et a défilé Mister Naba Oublissa, c'est une figure emblématique de la province. Il y a aussi culture générale, questions-réponses, voilà, et de pêle-mêle. Et puis, bon, on va voir qui est bien cultivé. C'est l'étape des demi-finales. Et chaque candidat se bat comme il peut pour atteindre la dernière étape de la compétition et espérer repartir avec une récompense. Notre en tout cas volonté, c'est aussi que notre culture avance, c'est aussi faire bouger la province de l'Oubri-Tenga, c'est aussi amener les gens là pour notre culture, raison pour laquelle vous avez vu les défilés en tenue traditionnelle, les karaokés, les cultures générales, du tout, pour vraiment ambiancer la ville et aussi réveiller notre culture. Les talents artistiques et culturels de l'Oubri-Tenga sont à leur 7e édition. L'innovation cette année, c'est le Festival des Talcos, prévu en novembre prochain, pour donner plus de visibilité à l'événement. C'est la fin du premier 20h de cette semaine. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h, Intégral Foot dans une présentation de Chris Dabré Paris. Et le journal de 23h vous sera présenté par Issa Kanana. Merci de votre fidélité à la RTB.